Si l'on agrandissait notre planète à l'échelle cosmique, on verrait bien plus que des continents. On verrait l'empreinte indélébile d'une civilisation qui a choisi de défier toutes les limites. Ici, l'acier s'élève parmi les nuages, l'eau remonte son cours et un œil géant scrute le silence du cosmos. Ces œuvres ne relèvent plus de l'ingénierie, mais de la légende. Préparez-vous à un voyage où l'impossible devient béton, acier et données. Les 11 mégaprojets chinois qui ont redéfini à jamais les capacités de l'humanité en matière de construction. Le pont au-dessus du vide. Quand le sol n'existe plus au cœur de la province du Yunnan, la nature a sculpté une barrière qui, pendant des millénaires, a constitué un point d'arrivée. Le Grand Canyon du Jinsha n'est pas une simple vallée. C'est une profonde entaille dans la croûte terrestre, aux parois verticales plongeant à plus d'un demi-kilomètre dans un fleuve impétueux. Pour les communautés riveraines, la traversée impliquait une descente exténuante et périlleuse sur des chemins de terre, la traversée du fleuve, puis une ascension tout aussi ardue de l'autre côté. Un voyage de 4 heures à vol d'oiseau pour parcourir une distance qu'un oiseau pourrait parcourir en quelques secondes. La géographie de ce lieu ne suggérait pas la construction d'un pont, elle l'interdisait. Il n'y avait pas de socle rocheux stable sur lequel enfoncer les piliers, seulement l'air dense et l'abîme. Les techniques d'ingénierie conventionnelles se sont pliées aux contraintes du paysage. Mais la Chine du XXIe siècle, elle, n'a pas accepté. Sa réponse n'a pas été de chercher un terrain plus clément, mais de redéfinir complètement le concept même de pont. Le pont du Grand Canyon de Jinsha est une structure née du déni du sol. Avec sa chaussée suspendue à 625 mètres au-dessus du fleuve, une hauteur supérieure à celle de la tour de Shanghai, ce colosse d'acier et de béton a été, depuis son inauguration, le pont le plus haut du monde. Sa construction a nécessité un équilibre et une précision extrême. Incapable d'ériger des pylônes depuis le fond du canyon, l'ensemble des travaux a été réalisé depuis le bord de la falaise. Des poutres d'acier pesant des milliers de tonnes ont été assemblées dans les airs, s'étendant de chaque rive jusqu'à se rejoindre au centre du vide, avec une tolérance de quelques millimètres. Des fusées ont été utilisées pour lancer les premiers câbles de guidage au-dessus du gouffre. Le train qui traverse le monde. Si le pont de Jinsha défie le vide vertical, un autre projet se confronte à l'hostilité horizontale la plus extrême de la planète. La ligne entre Chengdu, dans la province du Sichuan, et Lhasa, dans la région autonome du Tibet, est largement considérée comme le défi d'ingénierie ferroviaire le plus redoutable jamais entrepris. Il ne s'agit pas seulement de terrain, c'est un véritable champ de bataille géologique. La ligne traverse la zone de collision active des plaques indo-australiennes et eurasiennes dans les monts Engduan, l'une des zones sismiques les plus violentes de la planète. Ici, les tremblements de terre sont fréquents, les glissements de terrain massifs sont monnaie courante et l'altitude passe de 500 mètres à plus de 4000 mètres, traversant des régions de pergélisol et des cols où le taux d'oxygène peut chuter jusqu'à 40%. Respirer ici est difficile. Construire une voie ferrée avec une précision millimétrique était, pour beaucoup, un rêve suicidaire. Le chemin de fer Sichuan-Tibet est l'incarnation de ce rêve. Avec une longueur totale prévue de plus de 1600 km, sa section la plus complexe, celle reliant Ya'an à Ningxi, est un véritable chef-d'œuvre d'ingénierie et de résilience. Sur ce tronçon, plus de 90% de la voie ferrée ne repose pas sur le sol de manière conventionnelle. Le train ne serpente pas à flanc de colline. Il creuse littéralement le paysage et le franchit d'un bond. C'est une succession interminable de tunnels profonds, certains à plus de 3000 mètres d'altitude, traversant des montagnes instables, et de ponts spectaculaires, comme celui qui enjambe la rivière Dadou et qui franchit des gorges de plusieurs centaines de mètres de profondeur. Les ingénieurs ont dû mettre au point des bétons spéciaux capables de durcir en milieu pauvre en oxygène, des systèmes de ventilation et d'oxygénation pour les tunnels et les gares, ainsi que des techniques d'ancrage pour les pentes en perpétuel mouvement. Le coût, tant financier qu'humain, a été colossal, et le projet a nécessité des décennies de planification et de réalisation. Mais le résultat en vaut largement la peine. Le dragon des 55 km, une solution de science-fiction. Tandis que les montagnes étaient conquises à l'ouest, un défi diamétralement opposé se posait au sud, la mer. Plus précisément, l'estuaire de la rivière des Perles, l'une des voies navigables les plus encombrées de la planète, où circulent chaque jour des milliers de navires marchands, de pétroliers et de ferries.
Reliés par la route, les métropoles prospères de Hong Kong, Zhuhai et Macao représentaient un rêve économique évident, mais aussi un casse-tête d'ingénierie complexe. Un pont continu de 55 km bloquerait le trafic maritime, étouffant l'économie même qu'il était censé unifier. Un tunnel sous-marin d'une telle longueur était techniquement irréalisable et d'un coût astronomique. La question semblait insoluble. Comment traverser une mer sans la perturber? La réponse ne résidait pas dans un seul type de structure, mais dans une combinaison qui frôle la science-fiction. Le pont Hong Kong-Zhuhai-Macao est un système de transport hybride, un dragon d'acier et de béton qui serpente, plonge et émerge des eaux. Ce colosse de 55 km n'est ni un pont ni un tunnel. Il est les deux à la fois. Il débute par des sections de pont à haubans qui s'élèvent au-dessus des zones de navigation secondaire. Puis, pour permettre le passage des grands porte-conteneurs et des pétroliers, il plonge dans les profondeurs. Son joyau est son tunnel sous-marin immergé de 6,7 km, le plus long au monde construit en pleine mer. Ce tunnel n'a pas été excavé, mais construit selon la méthode du tube immergé. 33 segments en béton armé, chacun de la taille d'un porte-avions et pesant 80 000 tonnes, ont été fabriqués à terre, remorqués jusqu'à leur emplacement précis, puis immergés avec minutie pour être assemblés au fond marin. Le tunnel débouche sur 2 îles artificielles, des projets de remblaiement monumentaux qui servent de transition entre le monde sous-marin et le monde terrestre. Le fleuve inventé. Corriger une erreur géographique. Parfois, le plus grand obstacle au développement n'est ni une montagne ni la mer, mais une particularité hydrologique. Dans la région du Guangxi, au sud-ouest de la Chine, se présente une cruelle ironie géographique. Province côtière bordée par le golfe du Tonkin, ses principaux fleuves, le Xiang et le Li, ne se jettent pas dans la mer à leurs pieds. Au contraire, ils effectuent un détour absurde et parcourent des centaines de kilomètres vers le nord pour rejoindre le Yangtze, obligeant ainsi les marchandises destinées à la mer à un détour considérable à travers d'autres provinces. Pendant des siècles, cette erreur de drainage naturel a étouffé le potentiel économique d'une région riche en ressources, augmentant les coûts de transport et isolant ses industries. La solution, une fois de plus, fut d'une audace monumentale. Puisque les fleuves ne se jetaient pas dans la mer, on en creuserait un nouveau. Le canal de Pinglu est littéralement un fleuve artificiel. Long de 135 km, ce canal est le premier grand canal navigable artificiel construit depuis la fondation de la Chine moderne. L'ampleur des travaux d'excavation est difficile à appréhender. Le volume total de terre et de roches déplacées dépasse 700 millions de mètres cubes, soit l'équivalent de 3 fois le volume du barrage des Trois Gorges. Véritable tranchée chirurgicale à travers le paysage, il relie directement le système fluvial de la rivière des Perles à la mer. Avec un investissement estimé à plus de 9,4 milliards d'euros et une date d'achèvement prévue pour 2026, le canal permettra le passage de navires jusqu'à 5000 tonnes. Il raccourcira ainsi de 560 km la distance à parcourir pour le transport de marchandises fluviales, permettant des économies de temps et de carburant et générant plus de 600 millions d'euros d'économies annuelles sur les coûts de transport. La bête du fleuve, Jinsha. Dompteur, la fureur hydraulique. Si ponts et canaux relient les cultures, il existe un autre type de géant dont la fonction est de transformer la puissance brute de la nature en énergie vitale pour la civilisation. Et dans les eaux tumultueuses du cours supérieur du Jinsha, affluent du Yangtze, se dresse l'une des machines les plus parfaites et les plus terrifiantes jamais construites, le barrage hydroélectrique de Baetan. Le site choisi n'était pas le plus pratique, mais plutôt le plus puissant et le plus complexe. Cette région, en bordure du plateau tibétain, est un véritable laboratoire géologique cauchemardesque. Terrain fracturé, activité sismique constante et force érosive d'un fleuve qui emporte les montagnes. Construire ici un ouvrage capable de contenir un réservoir de milliards de mètres cubes d'eau et de résister à des pressions hydrauliques colossales représentait, en substance, un défi aux lois de la physique des matériaux. La solution fut un chef-d'œuvre d'ingénierie de précision, un barrage-voûte à double courbure, une voûte en béton de 289 mètres de haut qui, telle une arête colossale, transmet la force phénoménale de l'eau aux parois rocheuses du canyon. Chaque coulée de béton fut surveillée par des capteurs afin de contrôler la température et d'éviter les fissures.
un processus d'une méticulosité obsessionnelle. Mais la véritable merveille de Baetan ne réside pas dans son extérieur, mais dans son cœur battant. Dans sa centrale hydroélectrique, enfouie dans la roche, se trouvent les turbines hydroélectriques les plus grandes et les plus puissantes de la planète. 16 unités, chacune d'une capacité d'1 million de kilowatts. Autoroute de lumière. Téléporter l'électricité. Produire une énergie propre et abondante dans des régions reculées ne représente que la moitié du défi. L'autre moitié, sans doute plus complexe, consiste à l'acheminer là où elle est nécessaire. La Chine était confrontée à un dilemme énergétique à l'échelle du continent. Ses plus importantes ressources en énergie renouvelable, les vents impétueux du Xinjiang et du Gansu, le soleil brûlant du désert de Gobi, l'énergie hydroélectrique de l'extrême ouest, étant situés à 2 ou 3 000 km des mégapoles côtières et des centres industriels de l'Est, en manque d'électricité. Transporter cette énergie avec les technologies de transmission conventionnelles à des tensions de 500 ou 750 kV aurait été une entreprise vouée à l'échec. Les pertes par effet Joule dans les câbles sur de telles distances auraient dissipé une part considérable de l'électricité avant qu'elle n'atteigne sa destination. C'était comme essayer de faire passer de l'eau sous pression à travers un long tuyau poreux. La solution a consisté à inventer un nouveau type de tuyau, si performant qu'il téléporterait pratiquement l'énergie. C'est ainsi qu'est né le réseau de transport d'électricité à très haute tension, UHT, véritable colonne vertébrale invisible du réseau électrique national. L'UHT n'est pas une simple modernisation, c'est un bond en avant considérable. Ces lignes fonctionnent à des tensions de 800 000 volts, voire 1,1 million de volts, la plus élevée jamais utilisée commercialement au monde. À cette tension stratosphérique, un courant moindre transporte la même puissance, réduisant drastiquement les pertes par effet Joule. C'est comme transformer un chemin de terre chaotique en une autoroute à 8 voies pour les électrons. La construction de ce réseau fut un exploit en soi. Elle a nécessité le développement de transformateurs gigantesques, d'isolateurs capables de résister à d'énormes contraintes mécaniques et électriques, et de pylônes de transport qui s'élèvent comme des gratte-ciel couchés, traversant déserts, montagnes et rivières sur des distances de plus de 3000 km. L'investissement cumulé se chiffre en dizaines de milliards d'euros. Son impact, cependant, est transformateur. Le fleuve qui coule à rebours. Un système de survie pour une civilisation. Si l'énergie est le pouls, l'eau est le sang. Et c'est là que la Chine s'est trouvée confrontée à son paradoxe existentiel le plus profond. La répartition de ses ressources en eau est le reflet cruel et inversé de sa répartition démographique et économique. Le Sud, en particulier le bassin du Yangtze, bénéficie d'abondantes pluies de mousson, est sujet à des inondations catastrophiques et ses rivières charrinent des volumes d'eau colossaux. Le Nord, en revanche, qui abrite la capitale politique Pékin, la mégapole de Tianjin et les greniers à blé essentiels à l'approvisionnement alimentaire du pays, est aride et assoiffé. Ces nappes phréatiques ont été surexploitées pendant des décennies, atteignant des niveaux critiques. La pénurie d'eau menaçait non seulement la croissance, mais aussi la survie même de centaines de millions de personnes et la stabilité de l'économie. La solution fut un projet digne des épopées classiques, forcer l'eau à remonter les pentes à travers les montagnes et sous les rivières, à contre-courant. Le projet de transfert d'eau sud-nord est, sans exagération, la plus grande intervention hydrologique de l'histoire de l'humanité. Il ne s'agit pas d'un projet unique, mais d'un système composé de 3 immenses canalisations, Est, Centrale et Ouest, qui, ensemble, achemineront chaque année des dizaines de milliards de mètres cubes d'eau du bassin du Yangtze et de ses affluents vers les plaines du Nord. Sa canalisation centrale, déjà achevée et opérationnelle, est un véritable chef-d'œuvre d'ingénierie. Elle s'étend sur plus de 1200 km, du réservoir de Danjiangkou à Pékin et Tianjin. Pour ce faire, l'eau ne circule pas simplement dans des canaux à ciel ouvert. Elle accomplit des prouesses incroyables. Elle traverse les montagnes grâce à de profonds tunnels et, prouesse la plus symbolique, passe sous le puissant fleuve jaune par un siphon inversé, un tunnel creusé profondément sous le lit du fleuve. L'ampleur du projet est difficile à appréhender. En 2024, ce système avait transféré plus de 70 milliards de mètres cubes d'eau vers le nord,
Pour donner un ordre de grandeur, c'est suffisamment d'eau pour remplir entièrement la mer Morte. Plus de 150 millions de personnes dépendent déjà de cette source d'eau continentale pour leur eau potable, leur industrie et leur agriculture. Sans ce transfert, des villes comme Pékin auraient imposé un rationnement d'eau sévère depuis longtemps. L'aimant qui déforme la réalité, la frontière invisible. Au-delà des barrages, des réseaux électriques et des aqueducs, il existe une catégorie de mégaprojets qui ne se mesure ni en kilomètres ni en mégawatts, mais par sa capacité à manipuler les forces fondamentales de l'univers. C'est le domaine de la science extrême, et son temple en Chine est le laboratoire des champs magnétiques intenses de Hefei, dans la province d'Anhui. À première vue, il n'a ni la majesté d'un pont suspendu, ni l'envergure intimidante d'un barrage. C'est un complexe de bâtiments de recherche. Mais à l'intérieur, il abrite une machine qui représente la frontière absolue de l'ingénierie de précision et de la physique expérimentale. L'aimant hybride le plus puissant et le plus stable au monde. Son but n'est pas de produire de l'énergie ou de transporter de l'eau, mais de créer une portion d'espace aux conditions uniques sur Terre. La principale prouesse du laboratoire est de générer un champ magnétique continu de 45,2 Tesla. Le champ créé à Hefei est des centaines de milliers de fois plus puissant. À ce niveau, le magnétisme cesse d'être une force passive et devient un outil qui courbe littéralement la réalité, distordant les propriétés des matériaux et permettant l'observation de phénomènes quantiques autrement invisibles. Y parvenir ne consiste pas à construire quelque chose de grand, mais à contrôler quelque chose d'extrême. L'aimant hybride est, en soi, un exploit d'ingénierie d'une complexité stupéfiante. Il combine un énorme aimant supraconducteur externe, fonctionnant à des températures proches du zéro absolu, nécessitant un système cryogénique massif à l'hélium liquide, avec un aimant résistif interne en cuivre. Ce dernier représente le véritable défi. Lorsqu'il fonctionne à pleine puissance, le courant électrique qui le traverse est si colossal, des dizaines de milliers d'ampères, qu'il dissipe une quantité de chaleur équivalente à celle d'un petit réacteur nucléaire. Le système de refroidissement qui empêche l'aimant lui-même de fondre est une prouesse monumentale, utilisant de l'eau déminéralisée sous pression circulant à des vitesses incroyables. L'installation consomme, lors de ces brèves périodes de fonctionnement à pleine puissance, autant d'énergie qu'une petite ville, une énergie qui doit être fournie de manière stable et instantanée. L'impact de cette machine est profond et silencieux. Il s'agit d'un outil fondamental pour la recherche de pointe. Des scientifiques du monde entier utilisent ce champ magnétique ultra puissant pour étudier la structure de nouveaux matériaux, développer des supraconducteurs à haute température susceptibles de révolutionner la distribution d'énergie, tester des médicaments à l'échelle moléculaire et percer les secrets de la physique de la matière condensée. L'étoile d'acier, là où l'immense rencontre l'efficacité. Un pays qui aspire à devenir une puissance mondiale se doit d'avoir une plateforme aéroportuaire à la hauteur de son envergure et de ses ambitions. Au début du XXIe siècle, Pékin était confronté à une crise de réussite. L'aéroport de sa capitale, déjà agrandi pour les Jeux olympiques de 2008, était saturé. Son espace aérien et ses pistes fonctionnaient à plein régime, freinant la croissance. La solution ne pouvait résider dans un simple agrandissement. Il fallait repenser entièrement le concept de plateforme aéroportuaire. C'est ainsi que naquit l'aéroport international de Daxing, un géant d'acier et de verre qui résout le paradoxe de la démesure par une élégance géométrique. Avec un investissement de plus de 11 milliards de dollars et une construction réalisée en seulement 5 ans, Daxing se dresse au sud de la capitale telle une gigantesque étoile de mer dorée. Il s'agit du plus grand terminal monobloc au monde, avec une surface couverte de plus de 1,4 million de mètres carrés, capable d'accueillir 100 millions de passagers par an. Le génie de Daxing ne réside cependant pas dans sa taille, mais dans sa capacité à gommer les distances qu'elle impose habituellement. Sa conception radiale, avec un large noyau central et 5 bras s'étendant vers les portes d'embarquement, est un modèle d'efficacité. Tout voyageur, quel que soit le bras où se trouve son vol, peut se rendre à pied du centre du terminal à la porte la plus éloignée en 8 minutes maximum. Cet exploit logistique est rendu possible grâce à une parfaite symbiose de technologies intelligentes. Système de reconnaissance faciale pour une circulation fluide, robots d'assistance au bagage,
et intégration optimale avec les transports terrestres, notamment un train à grande vitesse reliant directement le centre de Pékin. Le port fantôme. Quand les robots régissent le commerce mondial. Si Daxing est la porte d'entrée aérienne de la Chine, sa porte d'entrée maritime était confrontée à un défi encore plus fondamental. Shanghai, perché sur le delta du Yangtze, voyait son statut de port fluvial se transformer en handicap. La dernière génération de porte-conteneurs géants, avec un tirant d'eau de plus de 15 mètres, ne pouvait accéder à ces quais. La solution conventionnelle aurait consisté à draguer continuellement le lit du fleuve, une bataille perdue d'avance et coûteuse pour l'environnement. La Chine, une fois de plus, a opté pour une solution radicale. Si les navires ne pouvaient atteindre le port irait aux navires. C'est ainsi qu'est né le port en eau profonde de Yangshan, un projet qui impliquait littéralement de déplacer l'infrastructure portuaire en pleine mer. Pour ce faire, il a d'abord fallu construire une liaison, le pont de Donghai, long de 32,5 km, l'un des plus longs au-dessus de la mer. À l'extrémité de ce pont, sur les îles Yangshan, un colossal projet de remblaiement a été entrepris, gagnant de l'espace sur la mer pour les terminaux à conteneurs. La 4e phase de ce projet représente le cœur de l'avenir. Le plus grand terminal à conteneurs entièrement automatisé au monde. Ici, les opérations se déroulent dans un silence absolu, grâce à une précision robotique. D'immenses portiques, pilotés par des algorithmes, déchargent les conteneurs des navires sans intervention humaine à bord. Des véhicules à guidage automatique, semblables à de grandes plateformes roulantes, se déplacent de manière autonome dans le parc à conteneurs, coordonné par un système d'intelligence artificielle qui optimise chaque mouvement afin de minimiser les temps d'attente. L'œil du ciel. Un monument à la curiosité humaine. Après avoir relié les continents, dompté les fleuves et automatisé le commerce, une ultime ambition, pure et désintéressée, demeure comprendre notre place dans le cosmos. Cette ambition a pris forme concrète dans les montagnes karstiques reculées de la province du Guizhou. Là, loin de la pollution électromagnétique des villes, se dresse le radiotélescope sphérique à ouverture de 500 mètres, connu sous le nom de FAST. Son objectif n'était ni économique ni logistique, il était scientifique et philosophique. Le défi de sa construction était unique. Comment supporter une antenne parabolique d'un demi-kilomètre de diamètre, soit la taille de 30 terrains de football, avec la précision millimétrique nécessaire pour capter les signaux radio extrêmement faibles provenant de galaxies lointaines? La solution fut aussi ingénieuse que simple. Utiliser une dépression naturelle du paysage karstique comme support. Au-dessus de ce bassin naturel, les ingénieurs ont construit une grille de plus de 4500 panneaux triangulaires en aluminium, chacun ajustable indépendamment par des actionneurs. Ceci fait de FAST un télescope actif. Sa surface peut se déformer pour créer une parabole efficace dans différentes directions, lui permettant de pointer des régions du ciel même si son antenne principale est fixe. Sa sensibilité est stupéfiante. FAST est si puissant qu'il pourrait détecter le faible signal d'un téléphone portable ordinaire émis depuis la surface de la Lune. Depuis sa mise en service, sa production scientifique a été révolutionnaire. Il a découvert plus de 900 nouveaux pulsars, des étoiles à neutrons qui tournent à des vitesses incroyables, plus que tous les autres télescopes du monde réunis au cours des 50 dernières années. Il scrute les nuages d'hydrogène neutre pour comprendre la structure de la Voie lactée et participe à la recherche d'éventuels signaux d'intelligence extraterrestre. Avec un investissement relativement modeste d'environ 170 millions de dollars, FAST ne transporte ni marchandises ni passagers. Son produit, c'est la connaissance pure. C'est un monument à la curiosité humaine, un œil géant grand ouvert sur l'univers, qui nous rappelle que nos plus grandes ambitions ne sont parfois pas de transformer la Terre, mais d'écouter, avec une patience infinie, le murmure des étoiles. Ces 10 projets, du pont qui surplombe l'abîme à l'œil qui scrute le cosmos, sont bien plus qu'une simple compilation de données d'ingénierie. Laquelle de ces œuvres représente l'accomplissement ultime, le summum de cette volonté de construire? La réponse ne réside pas dans les données, mais dans l'admiration qu'elles suscitent. Le débat, à l'instar du prochain projet déjà en gestation, ne fait que commencer.